Alors la santé mentale en 3 mots, c'est le bien-être psychique. Alors la définition consacrée de l'OMS, c'est de dire que c'est pas seulement l'absence de maladie ou de troubles, et c'est vrai que la santé mentale, c'est un état de bien-être psychique, social, émotionnel. Et donc on peut être en parfaite santé mentale et souffrir d'un trouble psychique bien traité, et à l'inverse, on peut ne souffrir d'aucun trouble psychique et avoir une mauvaise santé mentale parce qu'on se sent dans un état de mal-être, par exemple personnel, professionnel. C'est probablement en lien avec mon parcours personnel puisque je suis infirmière de formation. J'ai travaillé plusieurs années en psychiatrie, notamment à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et donc j'ai été confrontée durant mon exercice à la souffrance des jeunes et de leurs familles. Donc c'est vrai que j'ai malgré tout acquis la conviction que le suicide c'est un acte évitable et qu'il faut prendre en charge ces jeunes qui sont en état de souffrance. Et c'est vrai que du coup au cours de mes études j'ai fait mon premier stage de master dans l'équipe ELSI qui s'occupe de la santé des jeunes, et puis je me suis passionnée pour l'épidémiologie psychiatrique et donc j'ai poursuivi sur cette thématique qui faisait le lien avec mon exercice professionnel. La solitude, c'est une thématique que nous avons étudiée dans l'équipe, en particulier pendant l'épidémie de Covid. On a publié une étude où on a montré que le sentiment de solitude perçu était associé à une probabilité 4 fois supérieure d'avoir des pensées suicidaires versus ceux qui ne se sentaient pas seuls. Mais on voit aujourd'hui, avec le contexte social actuel, que le problème de la solitude va bien au-delà du contexte épidémique et des confinements. L'OMS a même créé une commission en 2023 pour favoriser les interventions qui permettent de lutter contre la solitude et l'isolement. Donc oui, bien sûr, c'est un sujet d'étude pour beaucoup de chercheurs et surtout pour intégrer la lutte contre la solitude dans les interventions. Alors c'est vrai que le milieu universitaire est tout à fait propice pour cela et les étudiants sont demandeurs, et on peut notamment intégrer dans les interventions sur la promotion d'une bonne santé mentale des activités qui pourraient être faites entre pairs, PAIRS, entre étudiants sur des activités physiques. Certains aussi réclament des forums pour discuter entre eux. L'espace santé a lancé des cafés étudiants pour leur permettre d'avoir des lieux pour se retrouver. Donc c'est vrai que toutes ces interventions vont dans le bon sens et permettre aux étudiants de se sentir moins seuls. Alors où est-ce qu'on en est dans les prédictions ? On a franchi des étapes, notamment sur l'identification des sujets à risque. Là où encore la recherche a beaucoup à faire et on obtient des résultats qui ne sont pas tellement satisfaisants, c'est sur la prédiction individuelle de suicide qui est encore plutôt très insatisfaisante. Donc on a travaillé avec d'autres collègues sur la prédiction des pensées suicidaires chez les étudiants. C'est difficile de modéliser ce risque parce qu'il est par essence très multifactoriel, et c'est vrai que nous on avait utilisé par exemple des méthodes de forêt aléatoire qui permettaient de cibler les prédicteurs les plus importants, qui étaient en l'occurrence les principales échelles de troubles psychiatriques. Mais globalement, sur la prédiction individuelle, il y a encore beaucoup à faire parce que dans plusieurs études, on est face d'abord à des VPP, des valeurs prédictives positives qui sont assez mauvaises, donc avec beaucoup de faux positifs. Mais la recherche avance, et notamment sur l'acquisition de données en vie réelle qui permettrait de mieux prédire le risque, notamment pour les sujets à haut risque suicidaire, en enregistrant leurs activités quotidiennes, mais aussi en enregistrant des biomarqueurs plus passifs comme le sommeil, le son de leur voix qui sont analysés pour prédire le suicide. Donc c'est plutôt les troubles psychiques. Est-ce qu'ils déclenchent ou est-ce qu'ils favorisent les addictions? Disons les deux. En tout cas, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que
il y a une association bidirectionnelle entre les comportements addictifs et les troubles psychiatriques. Par exemple, c'est vrai que lorsqu'on souffre d'un trouble psychiatrique, que ce soit par exemple une dépression, des troubles anxieux, on peut avoir tendance à consommer des substances qui nous soulagent, qui soulagent la souffrance, qui nous apaisent. Et à l'inverse, si on consomme beaucoup de substances, ça peut favoriser l'émergence de troubles psychotiques, notamment l'émergence de la schizophrénie chez les jeunes par exemple. Ça peut entretenir ces troubles psychiatriques, les aggraver, favoriser des bouffées délirantes aiguës. Donc effectivement, les deux peuvent s'entretenir mutuellement et c'est pour ça qu'il est très important de prendre en charge à la fois le trouble psychiatrique et les comportements addictifs qui sont présents chez un même individu. Alors les signaux d'alerte, ils peuvent être très différents selon la personnalité, l'histoire, la vulnérabilité, surtout l'individu, le genre, la culture. Mais c'est vrai que ce qu'on peut retrouver, en tout cas chez les étudiants, ça peut être d'abord des changements émotionnels, une hypersensibilité, un sentiment d'être débordé par des petites choses. C'est aussi des changements cognitifs dans leurs études avec des difficultés de mémorisation, de concentration. Et puis ça peut être vraiment du stress, une surcharge académique forte, avec même chez certains, il y aura assez peu de symptômes psychiques, ça sera plus par exemple des changements physiologiques avec des troubles du sommeil, des douleurs, du mal à une fatigue, des maux de tête, etc. Et puis aussi un signal d'alerte très important, c'est plutôt les changements dans les comportements sociaux et notamment l'isolement, le repli, le manque d'envie de se retrouver avec les autres par exemple. Le service de soutien, en tout cas, qui est le premier acteur sur le campus, c'est le service de santé universitaire, c'est l'espace santé étudiant à Bordeaux, qui propose des consultations gratuites et qui ont des psychologues à disposition des étudiants. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres ressources qui sont disponibles pour les étudiants, par exemple pour ceux qui sont moins à l'aise avec une consultation de face à face. Il y a par exemple des numéros de soutien et d'écoute, le Fil Santé Jeune, Nightline qui permet d'être directement en contact avec d'autres étudiants, et puis des numéros où on est plus en contact avec des professionnels de santé, notamment le 3114 qui est le numéro de référence dans la prévention du suicide. Mon projet fierté du moment, c'est un projet plutôt que Tiffany Bourgeois, la doctorante que j'encadre avec Cédric Galera, porte. Et d'abord c'est un projet fierté parce que c'est une étudiante formidable et je suis ravie de la superviser pour cette thèse. Et je trouve que c'est un beau projet qui porte sur la santé mentale et les conduites suicidaires chez les étudiants transgenres et non binaires. Et plus globalement, c'est vrai que je suis ravie de m'intéresser avec elle sur ce groupe particulièrement vulnérable aux risques suicidaires, mais plus globalement aux discriminations et à la santé mentale. C'est un sujet qui est finalement peu mesuré, en tout cas en France, il est beaucoup plus dans les pays d'Amérique du Nord notamment, et c'est vrai qu'on va chercher à développer dans l'équipe la recherche sur la discrimination et notamment l'intersectionnalité, c'est-à-dire le cumul de plusieurs discriminations et les répercussions sur la santé mentale. Et donc on s'occupe notamment des minorités de genre, qui est un groupe à risque qui nous intéresse particulièrement. Le principal message, c'est faire le premier pas, si ça ne va pas. Ça peut être auprès d'un ami, de sa famille, en tout cas de son entourage, pas forcément d'un professionnel de santé, mais si besoin, ne pas hésiter à le faire. Et je pense que c'est ce premier pas qui est vraiment difficile pour la plupart des étudiants, et spécifiquement ceux qui vont le plus mal. On parle de négation de l'aide, c'est ceux qui vont très mal, qui ne demandent pas de l'aide parce qu'ils sont dans une posture de grande souffrance et donc de repli et d'isolement. Et donc c'est voilà, prendre conscience que ça ne va pas et demander de l'aide
pour que les solutions apparaissent. C'est vraiment une fois qu'on en aura parlé que nous-mêmes peut-être on verra les solutions qui sont possibles, et sinon parce que c'est vraiment l'absence de solutions qui mène aux pensées suicidaires, et donc c'est très important d'en parler. Et je rappelle d'ailleurs que demander à quelqu'un s'il a des pensées suicidaires ne favorise pas l'émergence de ces pensées suicidaires, mais au contraire peut sauver des vies. Donc ne pas hésiter d'en parler et de rechercher auprès de son entourage ou d'un professionnel de santé les ressources disponibles et la prise en charge qui correspond vraiment à ce dont on a besoin.